Maïf. La prof de mon fils leur a fait croire que Pythagore c'était un influenceur. C'est sûr que niveau maths, il a influencé pas mal de monde. Et là, non seulement ils ont retenu le théorème, mais maintenant ils veulent tous une toge. Il en faut de l'énergie pour être enseignant. Alors pour leur rendre la vie plus facile, on est là. Maïf, assureur militant. Retrouvez des outils pour la classe, des solutions d'assurance et des aides professionnelles sur maïf.fr/enseignant. Révise l'histoire pour le brevet. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'essentiel du programme d'histoire pour le brevet des collèges. Je suis Stéphane Genet, votre hôte, et ensemble, nous allons parcourir les grandes périodes et événements clés de l'histoire, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Il s'agit d'un survol de révision. Si l'un ou l'autre des sujets vous intéresse, je vous invite à écouter les épisodes déjà publiés qui approfondissent la plupart des thèmes. Bon, cela étant dit, préparez-vous pour un voyage à travers le temps en suivant le programme officiel du brevet des collèges en France. Premier thème, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales 1914-1945. Commençons donc par le premier thème du programme. Entre 1914 et 1945, l'Europe a en effet été le centre de deux conflits mondiaux dévastateurs. La Première Guerre mondiale, 1914-1918. Alors cette Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, a marqué un tournant majeur dans l'histoire mondiale. Elle a duré de 1914 à 1918, 4 ans donc, et elle a vu s'affronter les grandes puissances européennes, entraînant des conséquences dévastatrices pour les combattants et les civils. En fait, dès le début du XXe siècle, les tensions ne cessent de grandir en Europe. 1910. Malgré les discours rassurants des diplomates, l'Europe est secouée de violentes crises où les plus avisés voient déjà les prémices d'un conflit généralisé. Des conflits coloniaux, des concurrences économiques, le désir d'indépendance pour de nombreux peuples d'Europe de l'Est. Bref, l'Europe est une poudrière et il ne faut qu'une étincelle pour mettre le feu. Et justement, le conflit éclate le 28 juin 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. Cet événement, qu'aurait pu rester un conflit localisé, déclenche une série de déclarations de guerre entre les principales puissances européennes. Elle-même était divisée en deux alliances majeures, la Triple Entente d'un côté, la France, le Royaume-Uni et la Russie, et la Triple Alliance ou Triplice, formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Alors l'Italie reste neutre en 1914 et va finalement quitter l'Alliance en 1915 pour rejoindre la Triple Entente. En 1914, la guerre éclate donc, et c'est d'abord une guerre de mouvement, qui va se transformer en fin d'année en une guerre de tranchées, notamment sur le front occidental. Alors une tranchée, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de longues lignes de défense où les soldats subissent les tirs de l'artillerie, mais aussi la boue, les rats, les maladies et le manque de nourriture. Les conditions sont extrêmement difficiles. Et le but de ces tranchées, c'est d'empêcher l'ennemi de passer. Et donc l'obsession, dans tous les camps, va être de percer cette ligne de défense. Et puis après, nous on y est allés. Faut dire qu'on avait la colère. Les grandes batailles sont donc une concentration de troupes et de moyens pour espérer percer le front sur un point décisif. Alors en 1916, la bataille de Verdun, de février à décembre, est initiée par l'Allemagne, qui cherche à justement percer la défense française, mais elle se heurte à une résistance absolument héroïque des Français. La bataille de la Somme, qui elle a lieu de juillet à novembre 1916, est lancée par les Britanniques et les Français. Elle cherche à soulager justement le front à Verdun et percer le front un peu plus au nord. Ces deux batailles illustrent l'horreur et la violence de ce conflit, avec des millions de morts et de blessés. Aucune de ces batailles, ni même l'offensive française du chemin des Dames l'année suivante en 1917, ne parvient à percer réellement le front. En fait, il faut attendre l'année 1918 pour que reprenne la guerre de mouvement.
Et l'armistice, qui est signé le 11 novembre 1918, marque la fin des hostilités et la victoire des Alliés sur les empires centraux. Alors la Première Guerre mondiale a des conséquences profondes, humaines d'abord, près de 10 millions de morts et des millions de blessés. Économique et sociale ensuite, avec les destructions massives, essentiellement sur le territoire français, pour le front occidental, et un traumatisme collectif. Conséquences politiques enfin, avec le traité de Versailles 1919, qui redessine les frontières européennes et notamment celle de l'Allemagne. L'Allemagne est coupée en deux, perd des territoires au profit de la Pologne ou encore de la France, qui récupère au passage l'Alsace-Moselle. Alors ce traité de Versailles impose aussi des réparations lourdes à l'Allemagne, créant dans ce pays une envie de revanche face à un diktat, comme on dit, c'est-à-dire un traité imposé par la force. Tout cela va semer les germes de futurs conflits. L'entre-deux-guerres maintenant. Alors cette période de l'entre-deux-guerres est marquée par des bouleversements politiques et sociaux en Europe. Les démocraties sont fragilisées, de nouvelles idéologies émergent. Effectivement, après la Première Guerre mondiale, plusieurs pays européens connaissent des crises économiques et politiques qui affaiblissent les démocraties. Le retour à une économie de paix est difficile. En Allemagne, cette transition, qui est en plus accompagnée des réparations à verser aux Alliés, aboutit à l'hyperinflation de 1923. On va acheter son pain en Allemagne avec une brouette de billets. Mais ce sont surtout les conséquences de la Grande Dépression, elle-même issue du krach boursier de Wall Street en 1929, qui vont exacerber les tensions sociales. Et justement, on a des difficultés économiques, on a l'explosion du chômage, et les démocraties sont fragilisées. On a des régimes autoritaires qui vont prendre progressivement le pouvoir. Le premier, c'est le fascisme, en Italie. Mussolini arrive au pouvoir dès 1922. Et le second, c'est bien sûr le nazisme en Allemagne, avec Hitler qui arrive au pouvoir en 1933. Tout cela nous amène à la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Alors, les tensions n'ont cessé de croître en Europe dans les années 30, avec notamment les coups de force d'Hitler, comme l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss, qui était formellement interdite par le traité de Versailles, ou les revendications allemandes sur une partie de la Tchécoslovaquie, que l'on appelle la région des Sudètes, en 1938. Mais la guerre commence réellement le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne, entraînant la déclaration de guerre des alliés de la Pologne, le Royaume-Uni et la France. Et donc on a à nouveau deux systèmes d'alliances qui s'opposent. D'un côté l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial. Et de l'autre, les alliés, principalement le Royaume-Uni, la France jusqu'en 1940, puis la France libre, les États-Unis à partir de 1941 et l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, et l'URSS, mais seulement à partir de 1941 et l'attaque allemande contre les soviétiques. Le conflit de la Seconde Guerre mondiale va se caractériser par des campagnes militaires de grande envergure, et c'est une guerre totale qui vise à l'anéantissement des ennemis. C'est particulièrement vrai sur le front de l'Est, qui oppose l'Allemagne nazie aux soviétiques. Chaque camp ne conçoit que la destruction de l'adversaire, et donc c'est une guerre particulièrement terrible. La bataille de Stalingrad, entre la fin 42 et le début 1943, est acharnée. On se bat maison par maison, rue par rue, et finalement ce sont les Allemands qui se rendent. La bataille a fait plus de 2 millions de morts. C'est le tournant de la guerre en Europe. Tandis que la victoire américaine à Midway, en 1942, fait basculer, elle, la guerre du Pacifique du côté américain. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, permet d'ouvrir un nouveau front et d'affaiblir encore plus l'armée allemande, même si la guerre continue encore près d'1 an. Pendant la guerre, Allemands et Japonais se montrent d'une brutalité importante vis-à-vis des civils. Les nazis notamment passent de la ségrégation à l'extermination généralisée des juifs et des tziganes, avec la Shoah par balles dans un premier temps, puis à partir de 1942, des centres de mise à mort qui aboutissent à un total de 6 millions de victimes. Pendant la guerre, la France connaît une période particulièrement sombre. Elle est battue militairement par l'Allemagne en 1 mois et demi de combat, en mai-juin 40. Et en conséquence, elle est ensuite partagée entre une zone occupée par les Allemands et une zone dite libre,
en fait sous l'autorité du maréchal Pétain et du régime de Vichy, d'après le lieu où se situe la capitale de cette zone. Pétain est un vieil homme, il est âgé de 84 ans quand il prend le pouvoir, et il met en place une politique conforme à ses idées. C'est une politique réactionnaire, conservatrice et ouvertement d'extrême droite, qui l'amène dès l'entrevue de Montoire, le 24 octobre 1940, à collaborer avec l'Allemagne nazie. Mais tous les Français n'acceptent pas la défaite. Pour lutter contre l'occupant et continuer le combat, se développe ainsi une résistance intérieure, ainsi qu'une résistance extérieure, incarnée par Charles de Gaulle, à partir de son appel sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Après le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et celui de Provence le 15 août, le pays est progressivement libéré par les Alliés, aidé localement par les forces de la résistance et une armée française reconstituée. Thème 2. Le monde depuis 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde entre dans une nouvelle ère, marquée par la reconstruction, les décolonisations, la guerre froide et la construction européenne. Explorons ces événements majeurs et leurs implications. Les décolonisations et la construction de nouveaux États. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le début de la décolonisation, un processus par lequel les colonies des empires européens obtiennent leur indépendance, redessinant la carte politique mondiale. Alors la décolonisation commence en Asie, avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947. Ensuite, la plupart des pays asiatiques, comme l'Indonésie en 1949 ou le Vietnam en 1954, suivent le même chemin. En Afrique, le mouvement de décolonisation s'accélère dans les années 50 et 60. Les anciennes colonies britanniques, françaises, belges et portugaises accèdent à l'indépendance, comme le Ghana en 1957, l'Algérie en 1962 ou l'Angola en 1975. Attention, la décolonisation est un processus très largement pacifique. Les guerres de décolonisation restent l'exception, même si elles peuvent être très violentes, comme en Indochine, en Indonésie ou en Algérie. Alors il y a 3 conséquences à ce processus de décolonisation. Des conséquences politiques d'abord. Les nouveaux États doivent établir des gouvernements stables et fonctionnels. Ce n'est pas simple, et les conflits internes et les guerres civiles sont fréquents. Un enjeu économique ensuite, puisque les économies de ces nouveaux pays doivent se réorganiser après des décennies d'exploitation coloniale. Là aussi, cela reste compliqué et les nouveaux pays indépendants continuent souvent de produire des produits agricoles et à vendre les matières premières comme ils le faisaient du temps de la colonisation. Enfin, une conséquence sociale, les sociétés doivent gérer les héritages culturels et ethniques complexes laissés par la colonisation. Et cela peut créer des tensions entre les communautés, comme au Rwanda, entre les Tutsis, qui ont longtemps été favorisés par le colonisateur belge, et les Hutus. La guerre froide, 1947-1991. Après 1945, le monde entre aussi dans une période de tension entre 2 superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Cette période, appelée la guerre froide, se caractérise par une opposition idéologique, politique et militaire, mais sans affrontement direct, car toute guerre serait dévastatrice avec l'arme nucléaire. La guerre froide oppose 2 blocs, un bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, soutenant les démocraties libérales et le capitalisme, et un bloc de l'Est, dirigé par l'URSS, autour du communisme et des régimes autoritaires. Chaque bloc veut rallier le maximum de pays et étendre son modèle au monde. La crainte de l'autre bloc entraîne une véritable course aux armements, notamment l'arme nucléaire. Alors les Américains en disposent dès 1945, et c'est en 1949 que l'URSS se dote de la bombe atomique. Et avec cette égalité nucléaire, la guerre directe entre les 2 blocs devient impensable, car trop destructrice pour le monde. C'est ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. Cela n'empêche pas les tensions et les très nombreuses crises, comme la crise des missiles de Cuba en 1962, mettant le monde au bord du conflit nucléaire. La crise de Cuba est d'ailleurs la plus grave de toute la guerre froide. On a frôlé la 3e guerre mondiale. Donc à défaut de pouvoir s'affronter directement, les 2 blocs s'opposent lors de conflits périphériques, c'est-à-dire des conflits régionaux où les 2 superpuissances soutiennent des camps opposés, comme la guerre de Corée en 1950-53,
la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975, ou des conflits en Afrique et en Amérique latine. À partir de la fin des années 1970, l'URSS entre dans une période de crise économique importante. L'élection de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du pays en 1985 ouvre la voie aux réformes. La glasnost, ce qui veut dire transparence, la perestroïka, ce qui signifie restructuration, mais ce sont des réformes trop tardives et qui ne peuvent plus vraiment sauver un pays qui s'effondre sur ses bases, comme l'illustre la gestion calamiteuse de l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Les idées de Gorbatchev donnent en plus de l'espoir aux peuples d'Europe de l'Est qui manifestent et réclament des libertés. Et ces contestations aboutissent en novembre 1989 à la chute du mur de Berlin. L'URSS, qui implose à la suite de l'indépendance de la plupart de ses républiques, se désintègre en 1991, marquant la victoire idéologique des démocraties occidentales. Pour les États-Unis, c'est une victoire à la fois par chaos et par forfait. L'Union européenne. Parallèlement à la guerre froide, commence la construction européenne. Elle vise à garantir la paix et la stabilité sur le continent par l'intégration économique et politique des pays européens. Comme le dit Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères et l'un des pères fondateurs de la construction européenne, l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Le projet européen démarre avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, en 1951. Alors c'est très courageux, car à peine 6 ans, 1951, c'est 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France accepte de tendre la main à l'Allemagne, son ennemi lors des 2 précédents conflits. Le succès de la CECA entraîne la création de la Communauté économique européenne, CEE, en 1957. Elle est fondée par le traité de Rome. La CEE entraîne des politiques communes, comme la PAC, la politique agricole commune, ou encore plus tard, Erasmus, la circulation des étudiants en Europe. La CEE instaure aussi un marché commun, sans barrières douanières. Et avec son succès économique, la CEE va s'élargir progressivement, pour inclure de nouveaux membres, passant de 6 pays fondateurs à 12 membres en 1992, 12 en 92, 15 en 95, c'est facile à retenir. 1992 est surtout l'année du traité de Maastricht, qui crée l'Union européenne, avec une citoyenneté européenne, de nouvelles institutions, une monnaie unique, l'euro, dont les premières pièces circulent 10 ans plus tard, en 2002. Cette monnaie facilite les échanges commerciaux et renforce l'intégration économique. L'Union européenne continue à s'étendre, notamment après la chute du communisme. On a ainsi 10 nouveaux pays qui rentrent en 2004. À son maximum, l'UE comptait 28 pays. Mais en 2020, le Royaume-Uni décide de la quitter. C'est le Brexit. Et donc, depuis 2020, l'Union européenne ne compte plus que 27 pays. Depuis les années 2010, l'Union européenne fait face à une montée de l'euroscepticisme, c'est-à-dire des doutes et des critiques sur le fonctionnement et l'utilité de l'Union européenne, et plus largement des tensions avec les populismes. Elle reçoit le prix Nobel de la paix en 2012, ce qui d'ailleurs aurait bien fait plaisir à Robert Schuman, le fondateur de la CECA, et elle reste à ce jour la 3e puissance économique mondiale, ainsi que la plus grande union démocratique et volontaire de pays dans le monde. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Après la fin de la guerre froide, on a cru que le risque de la guerre s'éloignait, et qu'une certaine harmonie allait s'installer dans le monde. Or, très rapidement, sont apparus de nouveaux conflits, souvent liés à des questions de nationalisme, de ressources et d'instabilité politique. La fin de la guerre froide marqua le début du grand boom dans le commerce des armes. Le bazar était ouvert. Avec la disparition de l'URSS dans les années 90, les États-Unis deviennent la seule superpuissance, et y jouent au départ le rôle de gendarme du monde. Ainsi, en 1991, lors de la guerre du Golfe, ils prennent la tête d'une coalition de 29 pays pour repousser l'invasion irakienne du Koweït. Mais cette domination est contestée, et à partir des années 2000, le monde devient multipolaire, avec plusieurs puissances qui concurrencent les États-Unis, surtout dans le domaine économique, comme l'Union européenne ou la Chine. On a aussi des vieux conflits qui persistent, comme en Corée,
La guerre est gelée depuis 1953 entre les deux parties de la Corée. Au Moyen-Orient, tensions restent vives entre Israël et ses voisins, ou encore en Afrique pour le contrôle des ressources. On a surtout des guerres qui deviennent de plus en plus civiles, opposant des ethnies et des religions, comme en ex-Yougoslavie, entre 1991 et 2001, ou au Rwanda, avec le génocide de 1994. Et face à ce désordre, les interventions militaires, souvent sous l'égide de l'ONU ou de coalitions internationales, se multiplient, mais elles créent généralement de nouvelles instabilités. L'attaque du 11 septembre 2001, c'est-à-dire les attentats à New York, réalisés par le groupe terroriste islamiste Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden, illustre une nouvelle menace, le terrorisme international. Face à ce qu'il qualifie d'axe du mal, le président américain George W. Bush va mener une guerre contre le terrorisme. D'abord en Afghanistan, sous le mandat de l'ONU, à la recherche de Ben Laden, puis en Irak avec quelques alliés. Mais c'est une opération qui est désapprouvée, voire critiquée par d'autres pays occidentaux comme la France. Toutes ces interventions n'empêchent pas des groupes terroristes de se développer, comme AQMI au Maghreb ou Daesh en Syrie. Et ils profitent des révolutions démocratiques de 2011, de la fragilité de certains États et globalement de la pauvreté de ces régions. Thème 3. Françaises et Français dans une République repensée. Évoquons pour finir l'évolution de la République française après la Seconde Guerre mondiale. De la refondation de la République à la Cinquième République, en passant par les changements sociaux et culturels des années 50 aux années 80, voici les grands événements et les transformations qui ont marqué cette période. 1944-1947, refonder la République. Après la libération de la France en 1944, il s'agit de rétablir la démocratie et les institutions républicaines. En 1944, les forces alliées, aidées par la résistance française, libèrent la France de l'occupation allemande. Et donc, dirigé par le général de Gaulle, le GPRF, ou gouvernement provisoire de la République française, est chargé de restaurer les institutions républicaines et de préparer les élections. Alors inspiré par le Conseil national de la résistance, la France met en place des réformes majeures pour reconstruire le pays, telles que la nationalisation des grandes entreprises et surtout la création de la sécurité sociale en 1945. En 1944, les femmes avaient obtenu le droit de vote, une avancée significative pour l'égalité des sexes. En 1946, la 4e République est instaurée. C'est un régime parlementaire, c'est-à-dire que l'essentiel du pouvoir réside dans le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. La 5e République. Mais cette 4e République instable, avec des gouvernements qui ne durent pas, n'arrive pas à faire face à la guerre d'Algérie. Et cette crise politique conduit à la démission du gouvernement. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir pour résoudre la crise. Et donc la nouvelle constitution, élaborée sous la direction de Gaulle, instaure un régime présidentiel fort, avec un président de la République doté de pouvoirs étendus. Au pouvoir, justement, le général de Gaulle, qui devient donc le premier président de la 5e République, met en œuvre des réformes politiques et économiques pour moderniser la France. Il maintient une politique étrangère indépendante, qu'il veut à l'écart des deux blocs de la guerre froide, pour affirmer, comme il le dit, une certaine idée de la France. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. La 5e République survit à son fondateur. Quand le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969, c'est Georges Pompidou qui est élu. Puis ensuite Valéry Giscard d'Estaing. Et en 1981, la 5e République voit l'alternance politique, c'est-à-dire le passage au pouvoir d'une tendance politique à une autre. C'est l'élection de François Mitterrand, premier président socialiste de la 5e République. Par la suite, le régime va voir aussi des périodes de cohabitation, où le président et le premier ministre appartiennent à des partis différents. C'est le cas notamment en 1986 jusqu'en 1988. Le président est socialiste, c'est François Mitterrand, et le premier ministre est de droite, c'est Jacques Chirac. Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 80. Les années 1950 à 80 sont marquées par des transformations sociales et culturelles profondes en France, qui vont influencer la vie quotidienne et les politiques publiques. On l'a dit, la France se modernise,
avec la reconstruction d'après-guerre et surtout une urbanisation croissante. Les Français sont de plus en plus nombreux à habiter en ville. On a aussi de nouvelles infrastructures, comme des autoroutes, et aussi le développement de zones industrielles qui vont transformer le paysage français. Cette période, de la fin des années 40 au début des années 70, est appelée les 30 Glorieuses, parce que ça dure à peu près 30 ans. C'est une période de forte croissance économique et d'avènement de la société de consommation. Il n'y a quasiment pas de chômage, l'économie tourne au maximum et les Français s'enrichissent. On a aussi une population française qui augmente rapidement. C'est le baby-boom. Une forte natalité qui concerne la France, comme d'autres pays développés, de 1943 à 1975. Les femmes entrent massivement sur le marché du travail, tout en étant moins payées que les hommes. Et face au manque de main-d'œuvre, dans un pays où l'économie tourne en plein rendement, la France fait de plus en plus appel aux travailleurs immigrés, qui sont parfois victimes de racisme. On l'a dit, la population française augmente, et elle rajeunit grâce au baby-boom. Et c'est une jeunesse parfois contestataire, comme on le voit en mai 68, où elle réclame plus de droits sociaux et une société plus égalitaire. On a aussi des féministes, des femmes qui défendent les droits et la cause des femmes, qui se font entendre. Et face à toutes ces revendications, le gouvernement va mettre en place des réformes pour tenter de répondre aux demandes sociales, notamment dans l'éducation, dans le travail. Le SMIC, le salaire minimum, est créé en 1970, ou encore dans la santé. Et les années 70 voient des avancées significatives pour le droit des femmes, avec notamment la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, en 1975, un projet qui est porté par la courageuse Simone Veil. À la fin des années 70 et au début des années 80, la France se désindustrialise. En clair, les usines ferment du fait de la concurrence internationale, le chômage augmente, un chômage qui touche surtout les femmes, les jeunes et les immigrés. C'est la fin des 30 Glorieuses. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des grandes périodes et des événements du programme d'histoire pour le brevet des collèges. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ces sujets essentiels. N'oubliez pas de réviser régulièrement pour bien comprendre les repères chronologiques. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager avec vos amis et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Bonne révision à tous et bonne chance pour le brevet. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.